bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la chaîne KTO pour les rencontres et débats du Collège des Bernardins. Nous allons ce soir accueillir Stephen Green et Maurice Lévy pour parler d'un thème aussi vieux que l'argent existe et aussi vieux qu'on s'interroge sur la morale. Ce thème, c'est un banquier mondial parle de morale. Alors justement, nous sommes aujourd'hui honorés de la présence de Stephen Green. Stephen Green qui est, si j'ose dire, un pur produit de l'élite britannique, et c'est très élogieux dans ma bouche. Stephen Green a été formé à Oxford et puis au MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Il a fait un début de carrière dans l'administration britannique avant de rejoindre McKinsey, où il a passé les 5 premières années de sa vie professionnelle dans le monde du privé. Puis, en 1982, Stephen Green rejoint HSBC, qui est la Hong Kong and Shanghai Bank, cette banque qui est devenue petit à petit, et en particulier sous sa direction, la première banque du monde. Il entre dans cette banque en charge du plan, et puis gravit peu à peu tous les échelons, trésorier, responsable des marchés de capitaux, de la banque d'investissement, de la banque privée, bref, un peu tous les métiers de la banque, les métiers de plus en plus complexes, de plus en plus protéiformes, de plus en plus mondiaux, jusqu'à en devenir chief executive, en réalité directeur général. On est en 2003. C'est lui qui fera monter cette banque HSBC au niveau mondial où elle est aujourd'hui. Il en est le chairman, le président depuis 2006. Oxford, la banque, la finance mondiale, la haute finance. Il est président aussi de l'Association des banquiers britanniques. L'ouverture sur le monde au travers d'HSBC, qui est, je vous le redis, une banque historiquement implantée en Orient, en Extrême-Orient, qui a été fondée en Chine et qui s'est déployée dans le reste du monde. Oxford, la banque, l'ouverture sur le monde, sur l'Empire, ont ajouté à une parfaite maîtrise du français. On a là, je le disais, le profil type de l'élite britannique. Tout ça est assez classique. Ce qui l'est moins, c'est que Stephen Green est un spécialiste de Goethe. Il est, j'allais dire, fasciné, j'ai presque envie de dire obsédé par Faust, le mythe de Faust. Stephen Green a fait aussi des études de théologie. Il connaît bien, très bien Teilhard de Chardin. Et il a été ordonné dans l'église anglicane. On verra avec lui tout à l'heure ce que c'est que cette ordination précisément. Je lis dans certaines biographies qu'il est diacre, dans d'autres qu'il est prêtre. On lui demandera évidemment s'il est diacre ou prêtre. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il prêche plusieurs fois par an dans une église de Londres. Dernier élément de biographie, Stephen Green a été nommé ministre du Commerce et de l'Investissement dans le gouvernement qui vient de se former, gouvernement dirigé par David Cameron. Il prendra ses fonctions au début de l'année 2011. Et puis, il vient de publier ce livre qui est à l'origine de ce débat, ce livre qui s'appelle « Valeurs sûres ». C'est un livre qui est publié chez Parole et Silence, dans la collection Communio, et c'est la traduction du livre qu'il a publié il y a quelques mois en anglais et qui s'appelle Good Value. On pourra peut-être discuter un peu plus tard de la pertinence de cette traduction entre Good Value et Valeurs sûres. Ce sera peut-être un élément de notre débat. Maurice Lévy débattra avec nous, avec vous, avec Stephen Green. Maurice Lévy est président de Publicis. Il a fait de cette agence une des premières agences de publicité dans le monde, une agence elle aussi totalement mondiale, avec une base de lancement typiquement française. Et c'est sa création, c'est son mérite d'en avoir fait une des grandes agences mondiales. C'est une figure de l'establishment français, un de nos compatriotes les plus connus dans l'univers du business mondial, une personnalité riche et ouverte. Vous aurez sûrement l'occasion de vous en rendre compte si vous ne la connaissez pas déjà. En tout cas, il est à la fois au cœur de la mondialisation, au cœur de la société de consommation, dirigeant une des grandes agences de pub mondiales, au cœur de la société de consommation et de communication, au cœur de la société capitaliste. Maurice Lévy est aussi le président de l'AFEP, l'Association des entreprises françaises faisant appel à l'épargne privée. Je résume, mais c'est les très grandes entreprises françaises, une grande partie du CAC 40, et aussi des entreprises qui sont de taille mondiale, mais qui ne sont pas cotées à la bourse. Maurice Lévy fait partie du board, du conseil d'administration de plusieurs entreprises, y compris des banques, et il est membre dirigeant de Davos, autant dire qu'il est l'homme qu'il fallait pour parler de mondialisation, d'argent et de morale. C'est un homme de réflexion qui a été très longtemps très proche du cardinal Lustiger. Et vous comprendrez que dans cette enceinte du Collège des Bernardins, ça présente ici
sa présence ici revêt un caractère particulier. Il a en tout cas été et il est un ami et un soutien permanent de ce collège des Bernardins. Donc on se réjouit à l'avance de votre dialogue, Maurice Lévy et Stephen Green. Au fond, Stephen Green, on va commencer tout de suite avec votre livre. Un mot de ma part sur ce livre. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant, très bien écrit, fort bien traduit d'ailleurs, qui ne fuit absolument aucun des sujets actuels et qui tous les rapporte à la morale, à notre comportement, à nos croyances, à la religion, et qui les met en permanence en relation, et c'est vraiment passionnant, avec l'histoire. Et ce livre, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, y compris à l'histoire du capitalisme, de l'argent, de la mondialisation, ce livre est un très grand voyage dans l'histoire de la mondialisation et une réflexion permanente sur ce livre. Alors, peut-être pour lancer ce débat, vous allez nous parler de votre livre. J'ai envie de vous citer, même si elle est un tout petit peu longue, une des phrases qui est en exergue de ce livre. Ce livre est le récit d'une exploration inachevée par quelqu'un dont une grande partie de la vie professionnelle a consisté à s'occuper d'argent, de commerce et de développement économique. Il y a, et on le constate tout au long de la lecture de ce livre, il y a, dit Stephen Green, une perte massive de confiance aujourd'hui. Mais si la confiance est ainsi brisée, vers quoi nous diriger? C'est le thème de ce livre, et c'est ce que vous allez nous dire maintenant, Stephen Green. Alors, merci Nicolas. J'ai commencé à écrire ce livre au mois d'avril 2008, en effet. Mon projet a été déclenché quand je me trouvais à la Villa d'Este. C'est un très grand, très bel hôtel au lac de Côme. Il y a peut-être des gens ici qui le connaissent, peut-être. C'était pour une réunion de banquiers, d'académiciens, des politiciens. C'était une espèce de Davos, si vous permettez, Maurice. Au bord du lac de Côme, comme j'ai dit. Et j'étais frappé par le contraste entre la beauté de l'endroit, qui est absolument incroyable, d'un part, et d'autre part, par l'humeur d'angoisse et de peur qui était partout parmi les membres du groupement. Parce que la crise avait déjà commencé. Même si ce n'était que 6 mois plus tard qu'on allait voir les pires événements, notamment, naturellement, l'effondrement de Lehman Brothers au mois de septembre 2008. Mais la crise avait commencé. Le tonnerre était là. Et c'était en effet la crise financière le plus sévère depuis les années 20, comme nous le savons maintenant. C'était une crise qui a causé une récession globale, qui a causé le rétrécissement du commerce mondial pour la première fois depuis des années. C'était une crise qui a causé la faillite de plusieurs institutions financières, ou bien a nécessité le sauvetage de ces institutions par des gouvernements en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, etc., etc. C'est une crise qui a causé non seulement, ce n'était pas seulement une crise dans le monde financier, c'était aussi une crise qui a impacté l'économie réelle parmi presque tout le monde. Il a causé une perte d'emploi pour de millions de gens. Il a causé cet effondrement du confiance que Nicolas a déjà mentionné et qui a posé des questions. Qui a posé des questions de toutes sortes, questions qui sont posées directement par les événements, sur la gestion des risques, par exemple, dans les grandes institutions, sur le système de supervision régulatoire qui a failli contrôler les actions de quelques participants dans le marché. Questions techniques, il y a des leçons techniques sûrement sur les règles de comptabilité, par exemple, sur le rôle joué par les agences de notation, etc., etc. Ce livre n'est pas un livre qui discute les détails de ces leçons au niveau technique, si vous voulez. Parce qu'il y a d'autres questions à un niveau plus profond, et c'est ces questions qui m'intéressent. Le capitalisme, le rôle du marché dans le développement. Est-ce que, pour la première fois depuis 20 ans peut-être,
la question du futur du capitalisme est sur la table. Et ce n'est pas seulement la question du système, du capitalisme, du méthode de développement, c'est plus profond encore, c'est une question des mœurs de la société en général. Est-ce que les mœurs de la société en Europe, aux États-Unis, parmi le monde, est-ce que les mœurs de la société sont devenues trop matérialistes? Quelles sont les responsabilités des institutions, des business, des sociétés en général? Et encore plus que ça, il y a des questions pour nous-mêmes. Quel est l'objectif de notre vie professionnelle? Est-ce que c'est seulement le gain de profit? Est-ce que c'est seulement le gain de pouvoir? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie que, pour citer les fondateurs de l'Amérique, la vie, la liberté et la recherche de bonheur? Est-ce qu'il y a plus de ça qui est important dans la vie? Quelles sont les conséquences, en somme, pour le bien commun? Quelles sont les tentations? Combien de gens entre nous ont conclu cette pacte faustien dont Nicolas a fait mention et dont je veux parler un peu plus dans quelques minutes. En parenthèse, je trouve que l'image de Faust, de l'homme qui a vendu son âme au diable en échange pour un succès total, pour une période limitée, est tellement puissant même pour nos jours. Comme Nicolas a dit, c'est un livre d'exploration. C'est un livre très personnel, c'est un livre de mon exploration. Ce n'est pas seulement un livre technique, ce n'est pas seulement un livre sur les règles qu'il faut introduire pour sauver le système bancaire, etc. Ce n'est pas ça. Il faut commencer cette histoire avec une discussion sur le contexte de la crise. Parce que c'est bien que les banques ont failli, bien qu'il y a beaucoup d'actions dans le marché, d'activités dans le marché qui n'étaient pas acceptables, bien que tout ça a détruit tellement l'économie réelle, tout ça est vrai, mais il faut comprendre que ça commence, l'histoire de la crise commence non pas avec les banques, mais avec un niveau plus mondial, au niveau du mondialisation, du macroéconomie globale et le manque d'équilibre qui est devenu de plus en plus sévère dans les années récentes. Je suis convaincu qu'on ne peut pas relever les défis de façon honnête du moins, sans accepter qu'on vit dans un contexte mondial qui change maintenant très vite et qui a des conséquences pour nous tous. C'est pas seulement que nous vivons dans une ère de mondialisation. Ça, c'est vrai naturellement, mais en plus, nous vivons dans une ère où le centre de gravité du monde se remue de l'ouest vers l'est. C'est une tendance qui a été évidente depuis au minimum 20 ans et qui s'accélère maintenant. La crise n'a pas freiné ça, au contraire, cette tendance s'accélère. L'essor des pays en voie de développement, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, mais surtout la Chine, naturellement, ça continuera au minimum pour la prochaine génération. En 10 ans, en 15 ans, la Chine sera la plus grande économie du monde, sans doute. Il y a des implications de ce fait, de ce remuement du centre de gravité du monde, des implications qui sont très profondes. Des implications pour les relations intergouvernementales, naturellement. L'essor du G20, la marginalisation du G7, par exemple. Il faut examiner cette tendance sous une perspective historique plus longue. Ce n'est pas l'essor pour la première fois des pays en voie de développement. Ce n'est pas
une question de emerging markets, pour utiliser la phrase anglophone qui décrit ce phénomène. Parce que dans l'année 1820, par exemple, la plus grande économie du monde, c'était celle de la Chine. La deuxième économie du monde, à cette époque-là, c'était l'Inde. Alors, il est plus exact de décrire ce qui se passe maintenant comme l'émergence pour la deuxième fois des économies les plus grandes du monde. Les impacts, les implications pour nous tous sont très profonds. Ce n'est pas une question de la crise, ce n'est pas une question simplement de la supervision des marchés, etc. Le défi du climat, le défi de l'élimination de pauvreté, tout ça nécessite pour la première fois dans l'histoire une coopération très intense au niveau mondial entre les pays développés comme l'Europe, comme les États-Unis, mais aussi les pays en voie de développement, y compris et importantement la Chine et l'Inde. Et ça, c'est très complexe, naturellement. Ce n'est pas du tout simplement une question intergouvernementale, c'est une question aussi pour le monde du business et pour le monde des marchés. Il y a une communiqué qui a été promulgué après la réunion du G20 à Londres 2009, avril 2009, qui dit comme suit. Nous croyons que la seule base sûre d'une mondialisation durable et d'une prospérité croissante pour tous est une économie mondiale ouverte, fondée sur les principes du marché, sur une régulation efficace et sur des institutions globales fortes. Ce qui m'intéresse au sujet de cette communication du G20 Londres, avril 2009, c'est que cette déclaration a été signée par le président des États-Unis, par le président de la Russie, par le président de la Chine, par le président de l'Inde et par le roi du Royaume d'Arabie saoudite. Et il est difficile d'imaginer 4-5 pays plus différents en beaucoup de sens que celle-ci, mais tout le monde se trouvait d'accord sur ces points-là. Et je veux souligner 4 points en particulier. Premier point, c'est que la mondialisation continuera. Il y a quelques-uns, peut-être, qui parlent de temps en temps comme s'il y avait une alternative aux mondialisations. Si c'était un système, une idéologie, si vous voulez, imposée par tel ou tel groupement sur le reste de l'humanité. Rien n'est plus loin de la vérité, qui est que la mondialisation, c'est une tendance très profonde de la nature humaine, qui a impacté toute l'histoire humaine dès les premières ères de l'expérience humaine et qui accélère maintenant. Il est probablement impossible de la freiner, même provisoirement et certainement pas en permanence. Il n'y a aucune possibilité de ramener les pendules, si vous voulez, en arrière. Et en plus de ça, ce n'est pas simplement une question de mondialisation qu'il faut accepter et reconnaître comme une vérité qui n'est pas modifiable. Mais en plus de ça, il y a une autre tendance humaine qui continue. Et c'est la tendance qui est étroitement liée avec la mondialisation, ça veut dire l'urbanisation. L'année 2008, c'était la première année où plus que la moitié des humains vivent dans des villes dans le monde. Et dans les prochaines 3 ou 4 décennies, presque tout l'accroissement de la population du monde sera dans des villes, et en plus de ça, dans des villes dans les pays en voie de développement. C'est une transformation de l'expérience humaine très profonde et qui continuera dans les décennies en avant. Deuxième point, il n'y a point d'alternative au marché. C'est ce que les leaders ont dit à Londres au mois d'avril 2009. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme comme engin
comme moteur, si vous voulez, de développement économique et social. C'est la même chose que la mondialisation, en effet. Il n'y a pas d'alternative. Il ne faut pas être naïf, naturellement. Il y a beaucoup de problèmes avec le système, avec le capitalisme, mais c'est pas, il n'y a pas d'alternative et la leçon est claire. Pour citer Churchill, je suis anglais. Tout anglais, normalement, constitué, voilà, doit citer au moins une fois tous les Anglais vont ouais. citer Churchill dans une conférence. Ouais. Et il a notoirement dit que du démocratie, que c'est le système le pire gouvernemental, sauf tous les autres qui ont été tentés de temps en temps. Et je modifie cette citation pour l'appliquer au marché. C'est le moteur de développement social et économique le pire, sauf tous les autres qui ont été tentés de temps en temps. Et la leçon très claire du XXe siècle, c'est que les autres systèmes ont été tentés et nous savons maintenant ce qui sont les conséquences des autres systèmes. Alors, il faut accepter, pour bien ou pour mal, qu'il n'y a pas d'alternative au marché en termes de moteur de financement de société, de développement social et économique. Troisième point, au mieux, le marché comme moteur a une puissance très forte qui peut libérer de millions de gens de la pauvreté. C'est ce qu'ont vu les Chinois, par exemple, dans les récentes décennies. Au pire, comme nous savons aussi, c'est une dévastateur, c'est une dangereux polluant moral et ça pose des questions très sévères. Mais on ne peut pas éviter le marché soi-même. Il faut trouver une approche pour l'avenir qui est mieux, mais sans espérer qu'il y ait une alternative fondamentale au marché. Quatrième point, et enfin aussi important que tous les autres, c'est que le défi est pour nous tous comme individus. Je suis banquier, mais nous tous, si nous sommes banquiers, si nous sommes businessmen, si nous sommes académiciens, quoi que ce soit, nous allons expérimenter ce défi. Ce n'est pas seulement le système qui a failli, ce n'est pas seulement la société, ce n'est pas seulement l'autre, c'est nous tous, c'est nous personnellement qui sont impliqués, qui sont impactés par ce qui est passé. Et ça pose des questions. Quels sont les objectifs de notre vie professionnelle? Quels sont les objectifs de la vie, en effet? Est-ce que nous avons le sentiment de contribuer au bien commun? Sinon, pourquoi exactement est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Nous n'avons, après tout, nous n'avons qu'une vie. Notre travail occupe une grande partie de notre pouvoir créateur, notre énergie, notre potentiel. Pourquoi est-ce que nous faisons ça sinon, si ça ne contribue pas en aucun sens au bien commun? Et les clichés sont vrais, après tout. Les clichés sur l'argent, les clichés sur le pouvoir, les clichés qui nous apprennent que l'argent et le pouvoir ne sont pas satisfaisants au niveau profond. Tout ça est vrai et c'est vrai. On trouve le reflet de cette vérité dans la littérature du monde, y compris le légende de Faust, ce que je trouve très profond. Trouver le chemin dans le XXIe siècle, dans un monde de business, dans le monde du marché qui reflète ses perspectives internationales, sociétales, personnelles et spirituelles, c'est la seule possibilité de relever le défi, d'apprendre les leçons, les vraies leçons profondes de la crise, d'influencer, même si de façon imparfaite et infime, le cours du tendance moderne. Le prix, c'est une vie intégrée, c'est une connaissance d'une mesure d'épanouissement, si vous voulez. C'est la possibilité de l'espoir que le monde sera meilleur que maintenant de la vie de nos petits-fils, dont j'ai en parenthèse 5 maintenant, qui ont la possibilité de vivre du XXIe siècle et qui focalisent la question pour moi personnellement. Merci. Merci beaucoup, Stephen Green.
Avant de passer la parole à Maurice Lévy, deux ou trois points. Donc, vous avez tous compris que Stephen Green part d'un postulat qui est que un postulat d'une démonstration qui est que la mondialisation est un phénomène très ancien, que ce phénomène est incontournable, qu'il va de plus en plus vite. Son livre explique de façon très détaillée, avec des exemples historiques à l'appui, comment est-ce qu'il y a une accélération absolument presque impossible à maîtriser de cette mondialisation, et que tout ça est intrinsèque à la nature humaine, comme le commerce, c'est-à-dire le travail autour de l'argent, comme le commerce est intrinsèque à la nature humaine. Et vous dites à un moment, dans votre livre, c'est page 84, vous dites cette phrase qui est forte et j'allais dire assez audacieuse. L'argent, je vais retrouver ça, pardon. L'argent est devenu un facilitateur du commerce et le monde, avec l'argent, devint meilleur. Est-ce que l'argent a fait que le monde est devenu meilleur? Dans le sens qu'il est impossible d'imaginer un monde sans l'argent. L'argent est vraiment un mécanisme du commerce qu'on ne peut pas éviter. C'est pas du tout de dire qu'il n'y a pas de difficulté avec le contrôle de l'argent, naturellement. Mais on ne peut pas imaginer un monde moderne sans l'argent. L'argent est la mesure de nos possibilités, mais aussi de nos problèmes dans la vie moderne. Alors en fait, ce qu'on mesure dans ce livre, c'est que partout est présente la notion d'ambiguïté. Et cette relation entre la morale et l'argent, entre le développement collectif et l'individualisme, tout ça est en permanence nourri par l'ambiguïté. Est-ce que c'est ça le sujet principal des questions que vous posez? Essayer de résoudre le mieux possible les ambiguïtés qui sont contenues dans la morale, l'argent, la mondialisation, l'individu? Le sens d'ambiguïté que je discute très souvent dans le livre, c'est simplement reconnaître que la vie humaine est complexe. Au meilleur, nous sommes des gens créateurs, coopératifs, avec un sens des possibilités, avec de l'espoir. Au pire, nous sommes des animaux qui sont sujets au mal, en effet, qui ont la tendance de détruire, de combattre, blablabla. Alors, cette ambiguïté est de la nature humaine et ça impacte. Ça implique nous tous, ça impacte tout ce qu'on fait, soit dans le domaine des marchés, soit dans le domaine académicien, soit quoi que ce soit d'activité humaine. Il existe, ça mène à des complexités praticables, mais aussi morales. Un dernier point avant de passer la parole à Maurice Lévy. Vous expliquez au début de votre livre que dans les années 60-70, nos sociétés étaient séparées de façon profonde, nette, clivées, comme on dit maintenant, et qu'il y avait des modèles idéologiques qui étaient évidemment très hostiles les uns aux autres, ce que vous avez rappelé il y a un instant. Aujourd'hui, ces clivages ont à peu près disparu. En tout cas, il n'y a plus de contestation fondamentale de l'idée que le capitalisme, le marché est le moins mauvais des systèmes. Et pourtant, vous dites que dans cet univers de chute des idéologies, alors que, a priori, les choix devraient être plus simples, ils sont plus compliqués. Pourquoi? Ça, c'est une question difficile. Mais après 89, on avait pour quelques années le sentiment qu'on a trouvé l'âge d'or. Et pour quelques années, dans les années 90 et les premières années de cette millénaire, il semblait vraiment, du moins de la perspective économique, qu'on avait bien trouvé l'âge d'or. Taux de croissance très élevé, je parle au niveau économique, oui, mais aussi sociétal, libération de milliers de gens ci-devant l'Union soviétique, dans la Chine, même en Inde, par exemple. Il y avait de l'espoir que le chute du mur de Berlin, etc., etc. Mais après ça, on a peu à peu retrouvé une reconnaissance que dans l'être humain, dans la nature humaine, il y a une tendance qui est un peu inquiétante, si vous voulez, une tendance matérialiste, une tendance
individualisée, une tendance de sacrifier les objectifs à long terme aux objectifs à court terme. Et tout ça devient de plus en plus, qui est toujours là dans l'histoire humaine, mais ça devient de plus en plus sérieux maintenant, parce que nous sommes arrivés à un point dans l'histoire humaine où nous nous trouvons face à des difficultés très profondes, le changement du climat, problème de pauvreté au niveau mondial, risque de resserrement des ressources au niveau mondial, etc. Épuisement des ressources naturelles. Et au niveau personnel, on trouve que la satisfaction des besoins et des demandes matérielles ne mène pas à une satisfaction vraiment, moi j'utilise le mot spirituel, mais sinon le mot psychologique, il y a un manque de satisfaction. Alors Maurice Lévy, vous, une partie de votre métier est justement, j'allais dire, d'exciter le besoin naturel de consommer et de faire en sorte que, au contraire, par votre métier, cette société de consommation, dont Stephen Green dit qu'elle est consubstantielle à la nature humaine, cette société de consommation et de concurrence et de production, soit la plus efficace possible. Comment est-ce que vous avez lu et vécu, comment est-ce que vous avez réagi à la lecture de ce livre ? D'abord, je veux dire que vous allez avoir du mal à nous opposer parce que sur beaucoup de sujets, nous sommes complètement d'accord. J'ai l'impression que c'est... Et donc, je suis un peu désolé pour l'audience parce que il n'y aura pas les selles d'une opposition entre... D'ailleurs, c'est un peu normal. On pourrait dire quelqu'un qui est mu par la spiritualité et puis, par ailleurs, quelqu'un qui est poussé par la consommation et les gains qui vont avec. C'est un peu normal puisque d'un côté, vous avez un banquier spirituel, dans tous les sens du terme. Oui, oui. Hein, il a, comme on a pu le voir, de l'esprit et il est habité par l'esprit. Et vous avez un publicitaire qui s'habille comme un banquier pour essayer de le mimer. Mais justement, parce que nous sommes dans une société de consommation et parce que nous, publicitaires, nous avons la responsabilité de l'aiguillon que nous faisons porter à la société de consommation, nous nous sentons extrêmement responsables du comportement des marques et du comportement des consommateurs et de ce que nous délivrons aux consommateurs. Et donc, nous avons un devoir d'éthique que, dans l'ensemble, la profession publicitaire respecte plutôt bien. Il n'y a pas que Publicis. Ce serait un élément de différence intéressant, mais la société, dans l'ensemble, tous les grands partenaires des marques sont assez respectueux, certains plus que d'autres, nous peut-être un peu davantage encore pour d'autres raisons. Et donc, on fait extrêmement attention à cet aspect. Je voudrais revenir sur le livre de Stephen Green. J'ai été personnellement à la fois impressionné et fasciné. Il se trouve que nous nous connaissons un peu, nous nous croisons à Davos, nous avons eu aussi la possibilité de dîner de manière un peu intime. Il faut dire que HSBC est sorti assez intact de la crise. Et dans tous les contacts que nous avons eus, on a pu avoir quelques échanges et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'opposition fondamentale. Mais pour moi, malgré tout ce que je savais sur Stephen Green, parce que c'est un homme assez public, c'était avant tout un banquier. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir, en fait, non pas un banquier qui nous expliquait la crise, parce que l'explication technique de la crise, elle est assez sommaire, hein, je veux dire, pardon, hein, Stephen. C'est plutôt un philosophe et plutôt un explorateur des âmes. Et là-dessus, alors je ne sais pas si c'est un compliment ou si c'est... j'ai été très frappé d'abord par la très grande culture. Je veux dire, c'est très impressionnant. Hein. Et là, il a fallu de temps en temps que j'aille sur Google pour essayer de me plonger dans certaines des citations ou certaines des références. Il y a vraiment une connaissance, une réflexion très approfondie sur les grands courants. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit,
en 1820, on le savait, mais c'est bien de le rappeler, la Chine était la première puissance mondiale. On savait déjà, par Marco Polo, que la Chine était d'ores et déjà l'inventeur de la poudre, alors que nous en étions extrêmement loin. Et donc, ce rappel, et en même temps, la mise en perspective, non seulement de ce qu'étaient ces États, mais de leur immense culture. Parce qu'on a toujours l'impression que la culture est chrétienne ou judéo-chrétienne et que la culture est occidentale. La réalité est que la culture est, ce que nous savons bien, elle est diverse, elle est éminemment respectable dans toutes ses diversités, et qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de philosophies, beaucoup de choses qui ont été faites. Vous citez même l'invention de l'algèbre par les Arabes, etc. Donc, il y a toujours cette profondeur de la réflexion. On n'est jamais dans un champ plat, on n'est jamais dans une réflexion instantanée, on est toujours dans une réflexion à plusieurs dimensions, dans lesquelles entre la dimension historique, le temps, les dimensions géographiques, l'espace, et puis la dimension spirituelle, parce que vous ne pouvez pas vous séparer des réflexions. D'ailleurs, comme Français, je suis impressionné de voir à quel point Teilhard de Chardin a pu vous marquer. Donc, quand on regarde tout cela, d'abord on se dit c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de banquiers qui soient passés par le même type de réflexion, parce que il se trouve que la semaine dernière, j'ai vu un film magnifique que je recommande à tout le monde de voir, qui est Inside Job, qui est extrêmement dur, extrêmement brutal, mais remarquablement bien fait, et qui a une thèse, qui est la thèse, grosso modo, c'est l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, l'homme est cupide. Ne cherchez pas à l'améliorer, puisqu'il n'y a pas de chance de l'améliorer. Il est fait comme ça, et donc il faut absolument l'encadrer et le reformater, et de manière à pouvoir faire en sorte que l'homme se comporte un peu mieux. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans non seulement la lecture, mais en même temps en mettant en perspective par rapport à cette lecture, ce que... Alors, au passage, je pose la question que Nicolas a évoquée instantanément, qui est entre good value et valeur sûre. Je veux dire, là-dessus, la traduction, on peut s'interroger. Mais enfin, c'est le reste. Moi, j'avais commencé le livre en anglais, je l'ai fini en français. Je crois que la traduction me paraît tout à fait satisfaisante. Et quand on remet tout ça en perspective, on se dit, mais quand même, il y a des crises considérables que nous avons connues, que ce soit le septembre sombre ou octobre sombre de 87, que ce soit la crise de l'Internet bubble, hein, la bulle Internet, qui s'est accompagnée en même temps de choses éminemment graves sur lesquelles beaucoup de législateurs américains se sont penchés, le Congrès tout entier, pour édicter une loi Sarbanes-Oxley, parce qu'il y avait Enron et bien d'autres qui avaient mené des tricheries, des escroqueries à l'échelle jamais vue jusqu'à présent. Et puis 10 ans après, on trouve non sellement Madoff, qui est une réplique d'un schéma qu'on connaît bien, le Ponzi scheme, mais on trouve avec ça un effondrement des économies mondiales, et c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, vous avez dit la crise financière, et vous avez parlé d'économie réelle. Et cette dichotomie à laquelle on s'est habitué aujourd'hui, de penser que la sphère financière est une sphère qui n'est pas dans le réel, et qu'on la sépare du réel, parce que de toute façon, ça se passe ailleurs, et que ça n'a pas à avoir de prise sur le monde réel, et par ailleurs, ça a des conséquences sur le monde réel, avec quelque chose de terrible, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, leur maison, qui sont des gens sans domicile fixe, des SDF, qui ont tout perdu,
tout simplement parce que il y a des gens qui ont joué avec leur vie, qui ont joué avec leur avenir, en ne se préoccupant que d'une chose, c'est de maximiser les gains. Et qu'il y a eu une espèce de course très étrange, et pour moi, c'est l'interrogation la plus importante. Finalement, quand on regarde tout ça, il y a en fait deux grandes interrogations, ou peut-être trois. La première, bien sûr, c'est cette idée qui est née aux États-Unis, mais je ne critique pas les États-Unis. J'ai pour l'économie américaine et la civilisation américaine une vraie admiration pour beaucoup de choses qu'ils ont accomplies, mais pas pour tout. C'est-à-dire que je considère que j'ai un droit à inventaire, cette idée de maximiser la stockholder value. Et donc, à partir de là, les gens, leur but était très simple, c'est comment est-ce qu'ils pouvaient faire le maximum d'argent, le maximum de profit. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette incroyable échelle de perroquet sur la rémunération des dirigeants, où très vite, des gens se sont mis à gagner des sommes extravagantes et tout le monde trouvait ça normal. Mais des centaines de millions de dollars par an, pas des petites sommes. Et la dernière chose, c'est que finalement, comme il y a cette compétition entre les banques, à partir du moment où certaines s'étaient engagées dans des espèces de subprime et de concours pour gagner plus d'argent, les autres, dans les conseils d'administration, se sont dit il faut faire la même chose et il faut copier parce qu'on est comparé. Et comme on est comparé et qu'on apparaît comme étant moins bon, à partir de là, il faut qu'on fasse la même chose. Donc tout ceci m'interroge et me dit que finalement, on doit se poser les questions de fond sur ce qu'est la finalité de l'entreprise et comment est-ce que l'entreprise doit être conduite. Alors, je m'arrête là pour ce propos introductif, de manière à ce qu'on puisse avoir un peu un débat. J'ai été un peu long. Un rapide débat. Merci Maurice Lévy, merci beaucoup. Une ou deux citations du livre pour essayer de voir si vous êtes aussi loin que ça d'accepter d'avoir un débat. Page 63, j'ai l'impression que Stephen Green parle des publicitaires. Il dit « Comme Ulysse, le genre humain est dans son ensemble pris à mesure égale entre curiosité et cupidité. » Est-ce que ce ne sont pas les deux ressorts de la publicité, la curiosité et la cupidité? Moi, je pensais que c'était une introspection sur le métier de banquier. la curiosité pour les systèmes mathématiques auxquels ils ne comprennent rien et la cupidité pour gagner davantage d'argent. Mais c'était mon impression, hein. Et d'ailleurs, quand je regarde Inside Job, je dois dire que c'est ce dont on parle. Autre phrase, mais qui là est, j'allais dire, plus profonde. Stephen Green dit une chose qui est forte et sur laquelle il n'a pas l'air de douter. Éradiquer la pauvreté n'est pas une lubie. Et il appelle à l'appui de cette affirmation forte, encore une fois, un économiste américain qu'on connaît bien, nous, aux Échos, qui s'appelle Jeffrey Sachs, et qui explique tout simplement, je le cite, « Notre génération est la première de l'histoire du monde qui est la capacité d'éradiquer l'extrême pauvreté. Nous en avons les moyens, les ressources, le savoir-faire. La seule chose qui nous manque est la volonté. » Vous êtes d'accord avec ça? Ah, complètement. Et je trouve d'ailleurs que s'il y a un point sur lequel Stephen Green a mis le doigt dessus de manière extrêmement juste et extrêmement intelligente, c'est le fait que la mondialisation a fait énormément de bien à l'économie mondiale, à la sortie de la pauvreté des millions, des centaines de millions de gens. Ne l'oublions jamais. Alors c'est vrai qu'en même temps, elle a déstabilisé les économies mondiales. Et je veux dire, à partir de là, on peut se poser un certain nombre d'autres questions. Mais le fait que la mondialisation est sortie de la pauvreté des centaines de millions d'Indiens, des centaines de millions de Chinois, des dizaines de millions de Latino-Américains, c'est un fait qui est avéré et indiscutable. Et sans le libre-échange mondial et sans l'effondrement des frontières, ça ne serait pas arrivé. Stephen Green, à mon tour d'essayer de créer un débat avec vous vis-à-vis de Maurice Lévy, est-ce que on connaît la responsabilité des banquiers dans ces crises, et d'ailleurs vous ne la fuyez pas, à plusieurs reprises vous expliquez que les banquiers ont été arrogants, cupides, etc. Ce sont vos termes. Est-ce que les publicitaires ne vous ont pas aidé à tomber dans ce travers? Il y a toute une série de gens qui sont coupables de ce qui s'est passé. Premier point, il faut avouer
que la grande majorité des banquiers ne sont pas coupables de ce qui s'est passé. La tragédie, c'est que c'est un groupement minoritaire entre les banquiers qui ont poursuivi ces activités irresponsables et dévastateurs. Mais ce n'est pas seulement les banquiers, ce n'est pas seulement les publicitaires, ce n'est pas seulement les avocats, il y a un sens très important dans lequel toute la société est coupable. Ce n'est pas seulement les banquiers, ce n'est pas seulement les professionnels du monde des marchés qui ont créé ce matérialisme. C'est une... Si j'utilise le mot idéologie, je suis douteux si c'est le propre mot, mais dans un certain sens, on avait dans les dernières 2 ou 3 décennies un fondamentalisme du marché qui était une idéologie. Oui. Et ça a été avancé, ça a été soutenu par les politiciens, par les leaders de la société. C'est comme j'ai dit dans mes premières remarques, c'est une crise qui a posé des questions pour nous tous, et pas seulement pour les banquiers. Certainement, les banquiers sont coupables, sans doute. Vous démontrez, plutôt dans la première partie de votre livre, que la religion a accompagné cette mondialisation, et vous arrivez à une conclusion qui est assez frappante, assez étonnante. Vous expliquez que les États-Unis sont différents du reste du monde, en ce sens que c'est un peuple qui est beaucoup plus religieux. Et parmi les peuples les moins religieux, ou en tout cas dont la religion entre le moins en résonance avec la politique, il y a l'Europe et la Chine. Donc on a un peuple assez religieux d'un côté et d'autres, dont la Chine, qui le sont moins. Quelles sont les conséquences que vous voyez à ça? C'est une question intéressante. Je ne dis pas que les États-Unis sont différents de tout autre peuple du monde. Je n'ai pas dit ça. Vous dites que c'est le plus religieux. Il y a une différence très importante entre les Américains et les Européens, pour la plupart. Il est vrai, je crois, que la société moderne en Europe, c'est le produit de la lumière, en effet, dans un sens beaucoup plus profond que c'est la vérité en Amérique. L'Amérique reste beaucoup plus religieuse, de façon superficielle du moins, que l'Europe. Je trouve intéressant que l'Europe et la Chine a cette relative manque de religiosité en commun. Je trouve ça intéressant pour des différentes raisons. Dans le cas d'Europe, c'est à cause de la lumière et les développements depuis la lumière, le siècle des Lumières, siècle. Voilà. Ouais. Dans le cas de Chine, c'est la culture qui, depuis du commencement, il y a 3000 ans, il y a une culture qui n'est pas fondée sur une mythe religieuse dans le même sens que celle du reste du monde. Dans ce sens, la Chine est l'exception. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'âge moderne, il y a une très intéressante similarité entre les Européens et les Chinois. Et est-ce que ça change le rapport que Européens et Chinois d'un côté et Américains de l'autre ont vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Donc quand vous dites c'est très intéressant, qu'est-ce que ça vous permet de conclure? Les différentes perspectives religieuses, philosophiques, ne se traduisent pas aisément dans les différentes approches dans le monde commercial. L'attitude vers l'argent, culpabilité, cupidité, etc., se trouve partout. Ça, c'est la conséquence de la nature humaine qui se trouve partout dans le monde et partout à chaque temps dans l'histoire. Maurice Lévy, sur ce point, est-ce que vous avez senti, vous travaillez dans ces différents continents, évidemment, oui. Est-ce que vous avez senti cette différence de relation à la religion? Je me suis interrogé parce que je n'avais jamais réfléchi de cette façon-là. Et donc, je me suis posé la question de savoir si ça avait une influence. Et je dois dire, en toute modestie, que je ne sais pas. Je ne sais pas. En revanche, il y a une autre question que je me suis posée qui me paraît
en tous les cas, devoir être posée, je ne sais pas si elle est intéressante, c'est que je me demande si finalement l'effondrement d'un certain nombre d'institutions, de systèmes, de principes moraux ne sont pas des éléments qui ont poussé aux excès. Et qu'en fait, quand on regarde la situation, que ce soit les différentes crises ou que ce soit les problèmes que l'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le mensonge qui a coûté quand même le siège à Nixon a été totalement impuni, alors qu'on savait très bien, et que tout le monde savait très bien, et que ça a été vérifié ensuite, que si je prends la guerre d'Irak, la guerre d'Irak a été conduite sur un mensonge. Ça n'a pas valu une popularité ni un succès énorme à George W. Bush. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, il n'y a pas eu une seule institution qui s'est posé la question là-dessus. La deuxième question que je me pose, c'est que, est-ce que finalement, on ne s'est pas retrouvé avec un effondrement de nos valeurs, tout simplement parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir en Chine, et il n'y a pas de contre-pouvoir à l'échelle mondiale, puisque le communisme a disparu. Et donc, ce qui peut-être nous garder d'un certain nombre d'excès et nous obliger à nous conduire à peu près bien, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui a disparu? Alors, vous trouverez probablement, Maurice Lévy, peut-être en relisant ce livre que je vous recommande à nouveau à tous, Valeurs sûres, cette réflexion sur l'argent, la morale dans un monde incertain, vous trouverez peut-être une partie des réponses. Nous allons quitter là nos amis de KTO qui ont suivi ce débat. Je vous rappelle que nous avions là ce soir Stephen Green, banquier, un des premiers banquiers mondiaux, qui dirige HSBC jusqu'à la fin de cette année et qui, immédiatement après, prendra des responsabilités au sein du nouveau gouvernement britannique. Merci, bonsoir.